Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à une étape clé pour beaucoup d'entrepreneurs, le passage de l'entreprise individuelle à la société. C'est un mouvement stratégique, vraiment, pour à la fois protéger son projet et lui donner les moyens de grandir. C'est un peu le paradoxe du succès, non? Plus l'entreprise marche bien, plus on se pose cette question un peu angoissante. Est-ce que mon patrimoine personnel n'est pas en train de devenir de plus en plus vulnérable? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le droit français a prévu une solution pour ça. Un outil juridique vraiment puissant qui permet de créer une barrière, de transformer la structure même de l'entreprise. L'objectif? Limiter les risques, bien sûr, mais aussi, et c'est crucial, ouvrir la porte à de nouveaux partenaires. Allez, c'est parti. On va décortiquer ensemble cette manœuvre. C'est vraiment le genre de décision qui peut faire passer une entreprise à la vitesse supérieure. Alors pourquoi faire ça, concrètement? Les motivations sont multiples et toutes stratégiques. Ça peut être pour développer l'activité en faisant entrer de nouveaux associés ou pour attirer des investisseurs qui vont injecter de l'argent frais. Et puis il y a cette raison fondamentale, mettre son patrimoine personnel à l'abri des dettes de l'entreprise. En gros, on formalise tout ça dans une vraie structure de société. D'accord, mais alors, quel est le nom de cette opération en jargon juridique? Et surtout, qu'est-ce que ça implique dans les faits? On parle d'apport en société. L'idée est simple. Une personne, l'entrepreneur, apporte un bien, comme son fonds de commerce, à une société. Et en échange, il ne reçoit pas d'argent, non, il reçoit des parts de cette société. C'est un peu comme échanger son bien contre une part du gâteau de la nouvelle structure. Il y a plusieurs manières de faire cet apport. On pourrait juste prêter le fonds de commerce à la société pour un temps, c'est l'apport en jouissance. Mais soyons clairs, la méthode la plus fréquente, la plus solide, c'est l'apport en pleine propriété. Là, la société devient la nouvelle propriétaire, point final. Attention, hein, ce n'est pas juste un simple papier à signer. C'est une opération juridique assez complexe, encadrée par des règles très précises. En fait, pour bien comprendre, il faut voir que les règles du jeu viennent de 3 endroits différents. On a le droit général des contrats, des règles spécifiques au droit des sociétés, et on vient même piocher certaines règles dans le régime de la vente de fonds de commerce. C'est un vrai mélange. Et ça, c'est le point fondamental à retenir. Un apport, ce n'est pas une vente. Dans une vente, on reçoit un prix, de l'argent. Ici, la récompense, c'est des parts sociales. On ne quitte pas le navire, on devient associé. L'objectif, c'est de construire ensemble, pas juste de céder un bien. Voilà une phrase qui résume tout. C'est l'existence d'une clientèle qui permet de déterminer si le fonds existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a pas de client réel, identifiable, eh bien, juridiquement, on n'a pas de fonds de commerce. On ne peut pas apporter du vent. C'est la condition sine qua non. C'est logique au fond. Quand on fait entrer un nouvel apport, on change la répartition du capital, les équilibres de pouvoir. Donc il faut que tout le monde soit d'accord. Que ce soit les associés qui sont déjà là ou les nouveaux qui arrivent, le consentement doit être unanime. On arrive maintenant au nerf de la guerre, l'étape qui peut faire ou défaire l'opération. L'évaluation. Combien vaut vraiment ce fonds de commerce? Et là, pas le droit à l'erreur. Pourquoi c'est si important? Parce que si on surévalue le fonds, l'apporteur va recevoir beaucoup trop de parts sociales, et donc beaucoup trop de pouvoir, par rapport à la valeur réelle de ce qu'il amène. C'est la porte ouverte à des tensions et des conflits plus tard. Pour éviter ça, la loi a mis en place un garde-fou, un processus bien carré. D'abord, on nomme un expert indépendant, qu'on appelle le commissaire aux apports. Ensuite, cet expert fait son travail et rend un rapport détaillé sur la valeur du fonds. Et enfin, ce sont les associés qui, sur la base de ce rapport, vont approuver ou non l'évaluation. Mais attention, il y a une exception notable et elle concerne les SARL. Si tous les associés sont d'accord et que la valeur de l'apport ne dépasse pas 30 000 €, alors on peut se passer du commissaire aux apports. Ça simplifie pas mal les choses pour les plus petites opérations. Ok, l'évaluation est validée. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On entre dans la phase de paperasse et de formalité, avec notamment des publications officielles obligatoires. Au cœur de cette étape, il y a l'acte d'apport. Alors, chose étonnante, la loi ne dit pas qu'il doit être écrit, mais en pratique, on le fait toujours. C'est une question de bon sens, c'est la preuve de l'accord. Dedans, on doit tout lister, le matériel, le droit au bail, bref, tout ce qui est transféré et toutes les infos qui ont permis aux associés de donner leur accord en toute connaissance de cause. Une fois que cet acte est signé et daté, le chrono est lancé. Il y a un délai très strict de 15 jours pour publier l'opération dans un journal d'annonce légale et au bulletin officiel, le fameux BODAC. C'est pour que tout le monde soit au courant. La question qu'on peut se poser, c'est « et si on rate ce délai de 15 jours? Est-ce que tout est annulé ?» Eh bien non, l'apport reste valable. Mais la conséquence est très sournoise. Le délai pendant lequel les créanciers de l'ancien entrepreneur peuvent se manifester ne commence jamais à courir.
Ça veut dire qu'ils peuvent potentiellement se retourner contre la nouvelle société pendant un temps illimité. C'est un risque qu'on ne veut pas prendre. Fait intéressant, pour alléger un peu le processus, certaines obligations qu'on trouve dans une vente classique de fonds de commerce ne s'appliquent pas ici. Par exemple, pas besoin d'informer obligatoirement les salariés de l'opération. Et la mairie n'a pas son mot à dire, pas de droit de préemption. Ça simplifie quand même un peu les choses. Pour résumer, l'apport d'un fonds de commerce, c'est un outil juridique vraiment stratégique. Il permet de faire grandir une entreprise, de limiter les risques. Mais attention, ça demande une évaluation hyper rigoureuse et le respect de procédures très précises. C'est bien plus qu'un simple transfert, c'est un véritable acte d'ingénierie d'entreprise. Tout cela nous amène à une dernière question qui est peut-être plus psychologique que juridique. Une fois que l'entreprise est intégrée dans la société, quel est le plus grand défi ? C'est sans doute de réussir à passer d'une mentalité de propriétaire unique à celle d'un actionnaire parmi d'autres.